Alors tout de suite, je passe le micro à Pascal. Merci Thibaut. Bonjour à tous, enchantée. Bonjour Pauline, bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Ravi d'ouvrir ces tables rondes avec vous au sujet de la first party data et au-delà. La data battle s'intensifie, on le sait, à la fois pour les retailers et pour les marques. C'est important de collecter de la data, évidemment, pour impacter l'ensemble de ces activations médias et évidemment, in fine, impacter son full funnel et le chiffre d'affaires. Pour autant, on est dans un contexte assez mouvant, la fin des cookies tiers, les nouvelles législations, data, cookies, parfois les coûts publicitaires qui augmentent. Et puis, du coup, ce contexte fait que collecter la first party data devient de plus en plus essentiel. Mais Alix le disait, c'est pas magique. C'est pas magique d'aller collecter de la data first. Il faut trouver les bonnes mécaniques, les bonnes stratégies, les bonnes cibles. Et c'est pour ça, je suis vraiment ravie aujourd'hui qu'on puisse en discuter ensemble avec Pauline et Mathieu. Donc, bonjour Pauline, rebonjour. Un grand plaisir de t'avoir à nos côtés. Après une expérience dans le consulting, tu travailles chez Pernod depuis 8 ans, je crois. Exactement. Et tu es au cœur des sujets d'expérience client, puisque tu es en charge de la Consumer Experience Lab Digital chez Pernod. Mathieu, bonjour. Bonjour. Pareil, on est ravis de t'avoir avec nous. Plus de 25 ans d'expérience dans le marketing digital, dans différents secteurs. D'abord dans le monde hôtelier, chez Accor, on vient d'en parler. C'était moi l'ancienne techno. On ne l'a pas fait exprès. Et puis dans le secteur de la beauté, chez l'Occitane, puis chez Sephora. Depuis quelques années dans le retail, puisque donc tu es chez Printemps en tant que directeur général Omnicanal. Et je crois d'ailleurs que tu as reçu le trophée de la personnalité Omnicanal en 2022. Ah, ça marche pas. Alors, pour démarrer cette table ronde avec vous, première question qui est essentielle. Pourquoi la first party devient un enjeu stratégique à la fois pour les retailers et pour les marques? Peut-être Pauline? Oui, je vais démarrer. Bonjour à tous et un grand merci. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce moment d'échange. Alors en effet, la first party est un réel enjeu chez Pernod Ricard. Je pense qu'on le voit peut-être en termes de positionnement. Pour nous, c'est un des enablers à l'ambition de Consumer Centricity. Dans un objectif de personnalisation et voilà, de communiquer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Vous êtes très familier avec ça. Je pense aussi la first party, c'est un sujet qui apparaît un peu technique finalement, reach target, etc. Nous, on essaye de faire en sorte et on s'attache à ce que derrière la first party, on a un consommateur, un vrai consommateur, un convivialiste. Et ça fait aussi partie de notre approche. Et ça va se retrouver d'ailleurs dans nos stratégies de collecte de données. Alors, je pense que quand on parle d'enjeux, c'est assez intéressant d'avoir un peu de rétrospective, d'historique chez Pernod Ricard. Comment on en est arrivé là, donc très rapidement. Si on revient justement peut-être 8 ans, 9 ans en arrière, accélération digitale et du coup, nous, on est un modèle B2B2C, donc on n'a pas un accès direct à nos consommateurs. C'est un peu frustrant d'ailleurs. Et on l'a vraiment vu comme une opportunité de désintermédiation. Avec du coup de fait des projets assez phares dès 2015. Donc on a eu l'opportunité de travailler sur la construction d'une base de données consommateurs avec un écosystème CRM pour démarrer la collecte de données et l'activation de nos consommateurs. Alors bien évidemment, je rejoins d'ailleurs le point qui est évoqué sur la complexité. On est un groupe matriciel, on est cross-brand, cross-marché. Donc une complexité légale, sécuritaire, avec de la donnée très sensible. On est dans un domaine wide and spirit, mais un projet ambitieux, passionnant. Et puis, si on revient ensuite 2018, 2019, il y a eu la question de quel est l'impact business, très clairement, autour de la first party data, donc au sens large. Et je pense dans un contexte où l'accès à la donnée était relativement aisé. Et puis il y a 2020, donc là il y a le boom, alors ça avait démarré, avec, tu en parlais Pascal, sur l'accélération autour de la data privacy, qui est un réel enjeu.
Et du coup, l'annonce de Google, End of Third Party Cookie. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais quel est l'impact pour nous? Nous, on l'a vu comme une réelle opportunité, clairement. Dans un sens éthique, le fait de se dire à un moment donné, quand on interagit avec nos consommateurs, il y a du sens. On le fait dans son intérêt aussi. Donc finalement, ça a rejoint l'idée d'une traçabilité, de plus de transparence. Et ça a remis au cœur la first party data. Super. Donc là, aujourd'hui, donc, je dirais dans les 2 dernières années, on a un lab, en fait, où on fabrique des use cases. On apprend, on a besoin de tester, d'apprendre très, très rapidement. Et donc, on a on va dire des learnings autour de la collecte, de l'usage autour de la first party data. Et puis, on a remis aussi au cœur avec des common, des objectifs globaux, cross-marché, cross-brand autour de la first party data. Ça, c'est clé. Et puis, des upskilling et training pour sensibiliser autour de la data. Merci Pauline. Mathieu? Alors, quand on travaille dans une marque comme Printemps, alors il y a une petite slide pour vous la mettre, juste pour vous dire ce que c'est Printemps. C'est pas simplement des grands magasins, c'est aussi 2 pure players, et c'est aussi une marque qui s'appelle Citadium. On va beaucoup focuser là sur Printemps, qui est évidemment le plus gros, mais c'est juste pour vous dire qu'on a quand même pas mal de volumétrie de data quand on regarde le nombre de visites qu'on peut avoir, soit sur nos sites, soit sur nos magasins. La first party data, quand on est un department store, elle est essentielle, elle est ultra importante. Un grand magasin, c'est quoi? C'est la meilleure curation de l'offre, c'est des animations, et ça va être derrière la capacité à capter cette donnée first party. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs d'un centre commercial, où en fait c'est une addition de marques, et il n'y a pas un centre commercial aujourd'hui qui a vraiment réussi justement dans la captation de first party. Et c'est pour nous essentiel, parce qu'on sait pertinemment que demain, c'est ça qui va être un game changer, ne serait-ce qu'aussi par rapport à nos clients, mais nos marques partenaires. Donc là, en fait, c'est une petite slide aussi où à chaque, évidemment, point de contact, donc là, on a tous à peu près le même funnel, que ce soit upper, lower, on va aller capter systématiquement toutes les datas qu'on peut. Donc, qui sont des datas qui peuvent être structurées, non structurées, qui peuvent être des datas très digitales, qui peuvent être des datas plutôt transactionnelles, mais pas que. On est aussi sur du qualitatif, puisque, et on le verra après sur la collecte, on essaye d'aller beaucoup plus loin que la simple transaction. Et puis, à partir de toutes ces données-là, on va aller travailler un certain nombre de KPI, on va aller travailler des scores, on va aller travailler autour du parcours client, avec un objectif qui est commun à tout retailer, c'est comment je retiens mes clients, comment je les fais consommer plus, comment je les fais consommer avec un montant supérieur, et comment j'évite, évidemment, qu'ils churn. Donc le churn qui est l'ennemi numéro 1, alors sur des nouveaux clients ou autres. Et quand on transcrit ça sur un cycle de vie, ça donne ça. Donc en gros, c'est au départ, on a pas beaucoup de données. Et puis, mais à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va utiliser en fait un certain nombre de technologies, dont depuis assez récemment, on en parlera à la fin, l'IA générative, pour aller de plus en plus, mon prospect le capter d'une certaine façon, il laisse des traces, et ces traces nous donnent déjà des indices sur une valeur future. Et puis, petit à petit, de l'awareness à la conversion à l'engagement, et après, justement, c'est comment je crée cette proximité. Donc pour nous, en fait, et tout au long du parcours, on est véritablement à essayer de comprendre quelle data, quel usage, est-ce qu'on a besoin vraiment de tout, combien de temps aussi cette data, on doit la conserver. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on va capturer, par exemple, vous allez sur le site internet et vous regardez une robe noire de la marque, je sais pas, Bache. Cette information, elle a de la valeur. Mais elle a de la valeur, dans un mois, elle n'en aura plus. Donc, on est aussi. Donc, la première chose à faire, c'était de se dire qu'est-ce que je fais avec ces données, lesquelles sont utiles, desquelles j'ai besoin en termes d'utilisation live, pas live, les points feed, etc., pour pouvoir animer tout ce parcours client que vous voyez là. Donc, first party data, essentiel pour nous. Merci beaucoup. Peut-être pour introduire notre deuxième question, on a voulu vous présenter ici les tendances que nous, on identifie en matière de collecte, puisque voilà, il faut continuer à se démarquer et à séduire finalement les internautes. Première tendance, c'est évidemment d'apporter un service à valeur ajoutée. Voilà, il faut que l'internaute ait envie d'aller donner de sa data et donc lui apporter aussi pendant ce moment de collecte un service additionnel. Un contenu de marque forte, puisque c'est aussi
un moment de contact assez long parfois sur la mécanique, la plateforme. Et en véhiculant le contenu de marque, c'est aussi un moyen d'optimiser la collecte. La personnalisation, on le sait, c'est crucial sur toutes les activations omnicanales, mais aussi au moment de la collecte. C'est là où on va pouvoir aller rentrer dans plus d'informations sur le client et peut-être personnaliser même son parcours de collecte en temps réel. Une expérience online et offline sans couture. On a des marques très complémentaires pour cette table ronde et on a à la fois des enjeux de collecte online mais aussi in-store et si possible évidemment d'avoir des mécaniques 360 à la fois en magasin et sur le digital. De la collecte de données co-brandées. Ça peut être aussi deux marques, encore une fois, partenaires ou pas, en tout cas complémentaires, qui vont avoir envie de mettre en place une opération à deux voix pour à la fois capitaliser sur l'audience de chacun, mais aussi porter un message peut-être un peu différent. Des mécaniques accessibles et engagées, avec des marques engagées, c'est aussi un bon moment pour véhiculer les valeurs de la marque. Donc derrière l'engagement, on parle aussi de tout ce qui est RSE, on en a parlé juste avant. C'est crucial aujourd'hui et ces moments de collecte, ces temps de contact sont des moments intéressants pour aller véhiculer justement tous les engagements et toutes les actions qui sont mises en place par la marque et du coup, encore une fois, pousser l'internaute à être adopter d'autant plus la marque et la mécanique. Et puis, évidemment, des nouvelles technologies au service de l'innovation. On y reviendra, on va parler d'IA. Mais voilà, on a des choses qui permettent d'être beaucoup plus immersifs, beaucoup plus impactants et voilà, avec des mécaniques très, très intéressantes. Du coup, deuxième question, après ce petit interlude. Pour Pernod, pour Printemps, quelles sont finalement les grandes stratégies de collecte que vous avez déjà mises en place? Pauline, tu veux commencer? Alors oui, en effet, chez Pernod Ricard, la collecte de données est un point éminemment très sensible. Donc il faut qu'on s'assure qu'on est bien compliant avec les règles légales en place dans nos marchés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a deux questions qu'on se pose en phase de collecte. Très simplement, le pourquoi et le comment, et ça rejoint ce qui a été précédemment évoqué. Le pourquoi, c'est important de... pourquoi je collecte de la donnée? Alors là, en mode déclaratif, il y a un usage, en effet, qu'on est censé faire autour de la data dans l'intérêt du consommateur. Et c'est une bonne question si on veut être GDPR compliant à se poser, en fait. C'est assez simple. Et puis, le comment, c'est de faire en sorte qu'on est complètement transparent avec notre consommateur sur l'usage qu'on va faire de la donnée. Et ça rejoint également un point autour de la confiance avec nos marques. C'est difficile d'avoir une stratégie de collecte pertinente si on n'a pas justement cette confiance-là avec nos consommateurs. Ça, c'est je dirais le premier point. Ensuite, en termes de stratégie de collecte, finalement, comme on est cross-marché, ça va prendre différentes formes en fonction des opportunités en local, des contraintes, des consommateurs qui sont très différents et des marques. Ce qu'on prend en compte, bien évidemment, c'est la notion de volume, valeur et coût, parce qu'il y a un coût derrière la collecte de données. Par contre, il y a un dénominateur commun qui est le fait qu'on essaye au maximum d'intégrer cette collecte dans une approche très holistique de nos consommateurs et qui rejoint un projet avec lequel on travaille étroitement avec nos modèles sur le Consumer Activation Map, qui est aussi très étroitement lié à du Data Journey. Donc faire en sorte qu'en fait notre point de départ, c'est le consommateur et donc quelle valeur on va lui apporter. Cette valeur, on va pouvoir la déterminer, on va pouvoir l'anticiper aussi à travers la data. Donc ça, c'est un élément clé. Et du coup, ça nous permet de changer. Et je pense que c'est aussi important de se dire que parfois, on a tendance à être trop brand-centrique. Comment on arrive à être beaucoup plus consumer-centrique en se mettant à la place d'eux et en ayant plus d'empathie. Et c'est ce qui peut aider aussi une stratégie de collecte pertinente. Après, ça prend différentes formes et ça va vraiment dépendre du touchpoint, des types d'audience. La segmentation commence, je pense que dès la collecte en fait, de données, on segmente nos consommateurs et donc ça peut passer par en effet des jeux concours, ça peut être du testing, de la formation, de l'éducation autour de nos produits, ça peut être aussi des expériences très immersives. Je crois qu'on avait un exemple ici que je trouve assez intéressant parce que c'est un point de connect émotionnel avec le consommateur où on est dans un bar et puis on va expérimenter un cocktail en réalité
fait augmenter ça peut pour le coup créer une valeur importante. Et les touchpoints, il y en a de nombreux, divers et variés en on chez nous et puis en leverageant d'autres plateformes sans rentrer peut-être trop dans le détail. Voilà. Merci Pauline. Alors, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit sur la collecte. Il faut qu'on arrive avec une certaine confiance, qu'on inspire sur le fait qu'on utilise les données à bon escient. Alors, c'était peut-être pas celle-là qui était peut-être pour plus tard. On reviendra à celle-là. Mais nous, en fait, la collecte, effectivement, elle est au centre de toutes les attentions. Elle est au centre de toutes les attentions parce qu'on sait, comme je l'ai dit, que cette donnée first party est vitale pour nous. Et donc, du coup, en fait, ça nous permet aujourd'hui de traquer sur la clientèle locale 80% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a quand même une connaissance qui est extrêmement large du coup de nos clients. Et donc, on a quelque part un mini référentiel de ce qui se passe dans l'univers du luxe et plutôt premium, qui est assez unique. L'autre, pour arriver à ça, en revanche, c'est que toutes les équipes sont incentivées. C'est-à-dire que du COMEX jusqu'au magasin, tout le monde est incentivé à la collecte. Donc, on a des objectifs qui sont grosso modo de collecter 10% de plus tous les ans. Avec une collecte progressive aussi. On peut commencer par de l'email avec un nom, prénom, et après, évidemment, aller beaucoup plus loin. Et on le verra après sur tous les points de collecte. On est dans une approche quanti et quali, c'est-à-dire qu'on a mis aussi en place des choses pour vérifier qu'à partir du moment où il y a une incentive, forcément, on a eu les toto@tata.com. Donc ça, évidemment, on regarde. Mais on va plus loin aussi, c'est de se dire, quand vous allez dans un magasin, votre taille de pied change rarement, en fait. Et donc, du coup, c'est aussi de vous dire, voilà, je sais qui vous êtes, et on va aller récolter des informations de façon progressive qu'on n'a pas forcément lors d'un achat, qui peut être un cadeau, d'ailleurs, quand on parle de chaussures. Et on est, alors évidemment, complètement agnostique des silos qui existaient auparavant entre du digital, du monde digital, des médias owned, des médias paid où on peut récupérer des choses, et puis les magasins, le clienteling, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment tout mis à plat avec une base de données que je vous montrais un peu tout à l'heure, qui nous permet justement d'être complètement agnostique du canal et d'avoir une vraie vision à 360. Et je pense que j'ai une autre petite slide derrière, ça c'est l'illustration, grosso modo, où aujourd'hui, en fait, sur notre collecte, on va être évidemment sur les canaux digitaux, on va être aussi sur des événements magasins. Le printemps, c'est à peu près 1000 événements magasins par an. Vous inscrivez. Ça, c'est un moyen d'aller récupérer de la data et de pouvoir commencer à travailler sur des scores d'appétence et autres. On a évidemment les caisses. Aujourd'hui, le magasin est quand même le canal numéro 1. On a vu en trafic, il y a bataille, mais en vente, c'est évidemment le canal numéro 1. Et donc, c'est un canal de recrutement, d'information extrêmement important. On a des tablettes de vente-vendeurs également. On a aussi, bien sûr, le site web. Et puis, le petit écran que vous voyez qui est très flou, c'est un écran de clienteling. Et donc, en gros, on a aussi de plus en plus, il y a des personnels shoppers, des interactions. Et pendant ces interactions-là, on va capter de la donnée à haute valeur. Et tout ça, après, évidemment, rentre dans une belle base de données. On va avoir de la donnée digitale, de la donnée de browsing, comme des données calculées. Et on a après ce socle de données qui nous permet de nous amuser pas mal. Merci beaucoup. Et tout ça toujours en étant compliant de GDPR. Donc ça, je vous passe la slide parce que tout a très bien été dit juste avant. Super. Donc on l'a vu, vous optimisez l'ensemble de vos touchpoints. On essaye de collecter inline, in-store. Est-ce que vous voulez revenir sur une opération de data catching dédiée, peut-être, que vous auriez mis en place de manière un peu plus événementielle ? Alors moi, je dirais chez Pernod Ricard, il y a 3 axes, très simplement. Là, il faut qu'on leverage beaucoup plus nos vitrines, nos websites de marque. C'est une porte d'entrée extraordinaire. Donc ça, on va travailler beaucoup dessus. Le deuxième point, c'est la bouteille connectée. Il y a eu beaucoup d'initiatives locales. J'essaie d'en faire un projet un peu plus globalisé. Et puis, il y a nos distilleries, qui sont un peu le cœur battant de nos marques, avec des visiteurs très qualifiés, très passionnés par nos marques. Et je dirais peut-être deux campagnes inspirantes
qui passe par du QR code. Alors c'est très basique, mais finalement c'est très efficace quand on a une proposition de valeur importante. Tout à l'heure je parlais de l'augmented cocktail, qui peut être une première porte. Et puis il y a également, on a eu une campagne, alors c'était au Mexique, où on a utilisé finalement les murs, le Art Wall, qui nous a permis finalement de nous connecter dans les rues de Mexico. Et je trouve que ce sont des exemples assez inspirants de la manière avec laquelle on peut interagir, se connecter avec nos consommateurs. Et de notre côté, en fait, on a une espèce d'événementiel permanent. C'est-à-dire qu'on est sur du all year long. Alors avec des choses, effectivement, le QR code, ça marche. Après, il faut arriver juste avec le bon service. Ça paraît idiot, mais on a des restaurants typiquement au printemps. Vous flashez le QR code, on vous offre le café, et par contre, vous allez laisser vos données pour, en même temps que vous déjeunez, vous en basez, et derrière, vous pouvez prendre votre carte de file. Et après, il y a une deuxième couche où on vérifie tout ça, on vous envoie un SMS pour être sûr que vous avez donné les bonnes données, donc on récupère aussi au passage le numéro de téléphone. Donc ça, c'est l'approche progressive. Donc on est vraiment, nous, à se dire, à chaque fois, sur tous les points de contact, on va faire tout le maximum pour aller récolter les informations. Ce qui est sûr, c'est que l'événementiel aide beaucoup aussi. Mais là, on est vraiment beaucoup dans le peur funnel, mais ce qui nous permet après de convertir. Mais c'est vraiment pas une logique, c'est moins une logique d'à-coup qu'une logique permanente toute l'année. Très clair. Tu en parles juste à l'instant. Aller mesurer derrière l'impact business. Du coup, est-ce que vous avez peut-être quelques insights ou quelques chiffres à nous partager sur l'apport business apporté par ce data catching? Je peux commencer pour le coup. Alors évidemment, tout est monitoré. Donc on monitore de différentes façons. On monitore par canal. Donc ça peut être du courrier papier, du SMS, de l'email, du push navigateur, mais pas seulement, puisqu'on va aussi regarder ce qui se passe dans le monde digital et essayer de comprendre comment ça convertit en magasin, sachant qu'on utilise nos données CRM aussi énormément dans l'écosystème digital. Et ensuite, alors tout dépend d'une campagne. C'est sûr que sur une campagne très ciblée, sur des clients qui sont bons, on peut s'attendre à avoir un meilleur taux de réactivité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir des campagnes, on va monter jusqu'à plus 15 à 20% de marge additionnelle. Et ça, c'est vraiment calculé, c'est contrôle groupé à la campagne, dans la durée, sur des périodes plus longues. Et ce qui nous permet aussi d'avoir énormément de test and learn derrière, de se dire, tiens, voilà, est-ce que je continue ou pas à faire du courrier papier, ou est-ce que c'est le mix courrier papier SMS qui fonctionne le mieux? Donc en tout cas, tout est contrôle-groupé, encore une fois, par canal de communication, mais aussi à la campagne. Et en revanche, là, on est en train d'introduire une personnalisation beaucoup puissante sur tout ce qui est owned, parce que tout le monde a eu plutôt, à un moment donné, la difficulté de se dire comment je sors de mes canaux traditionnels, et finalement, quelqu'un qui vient chez moi, comment je vais lui pousser cette personnalisation. Et ça, grosso modo, on est en train d'introduire aussi ces KPI-là dans les retours. Mais le chiffre à retenir, c'est les plus belles campagnes, c'est 15 à 20% de marge additionnelle. Et alors nous, de notre côté, sur plutôt une valeur quali, on se rend compte qu'en effet, dans notre ambition de Consumer Centricity, ça y participe très largement, puisque ça nous apporte des insights, et je pense que ça va s'accélérer aussi à travers l'usage de l'AI. Ça nourrit nos marques grâce à du feedback loop. Donc on est aussi sur du top-down et bottom-up grâce à la first party data. Ça, c'est sur l'aspect plutôt quali, on va dire. Ensuite, sur l'aspect quanti, alors c'est extrêmement intéressant. Et je parlais tout à l'heure des use cases qu'on a mis en place pour tester autour de la first party data qui prennent différentes formes. On a aujourd'hui 2-3 ans d'historique à travers différents marchés et on se rend compte de l'impact sur nos performances médias, sur l'ensemble du funnel marketing. Donc là, c'est très concret. Et du coup, je pense que ça ne fait que renforcer notre priorité autour de la first party. Un autre point aussi intéressant, et on essaye de faire l'exercice de projeter le potentiel business, parce que finalement, la first party, c'est un élément, un enabler, mais on a d'autres moyens avec la second party. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Qu'est-ce qui marche le mieux? Et du coup, on arrive un petit peu on a un modèle, et d'ailleurs, Numberly a largement participé à un modèle de projection de business, de potentiel business qui s'intègre du coup dans les pilotes qu'on a en cours sur les CDP. Voilà.
Merci pour cette belle transition, puisque tu parles de seconde partie. Et donc, la prochaine question était de savoir si justement vous aviez déjà mis en place des stratégies de data collab, peut-être avec des partenaires ou d'autres annonceurs. Je peux démarrer. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les opportunités émergent. Il y a énormément ça peut prendre beaucoup de formes. Les partenariats, retail, publishers, social, médias, les restaurants, les influenceurs, les artistes. Et on se rend compte aussi qu'il y a des différents types de plateformes qui se mettent en place, qui sont un petit peu une transition au DMP qu'on n'aura plus très bientôt, avec des environnements très safe, la donnée beaucoup plus maîtrisée auprès de ces acteurs. Et puis après, la question de quel type de collaboration win-win on peut mettre en place. Nous, pareil, on est très contraints, bien évidemment. Hein. Donc on est en mode test and learn à un niveau régional et un peu plus global. Avec toutes les réserves autour du sujet légal. Quelques expériences que je peux peut-être vous partager plutôt au niveau local, parce que j'ai entendu qu'il y a une personne de The Fork. On a eu des campagnes de co-création avec The Fork, La Fourchette, mais plutôt dans les Nordiques, par exemple. Des partenariats de type Mercado Libre ou On Demand Delivery avec Glovo dans d'autres marchés, notamment Latam, Espagne. On a eu réflexion autour des data clean room et des opportunités chez Pernod Ricard. Une expérience un peu plus aussi au niveau global sur du Meta Facebook Collaborative Ad, qui est quelque chose d'assez simple à mettre en place et rapidement scalable. Et pour le coup, avec des résultats mitigés en fonction des régions. Donc au niveau du ROS, pas toujours très bon. Donc c'est aussi un des learnings. Ça ne marche pas toujours. Donc c'est bien test and learn. Alors nous aussi, bien évidemment, on utilise la data avec nos partenaires depuis très longtemps. Toutes ces données first party. Un des game changers a été le fait aussi qu'on mette en place tout un nouveau stack technique, à la fois un nouveau data warehouse marketing avec derrière une CDP au-dessus. Et ça nous a vraiment là beaucoup aidé pour aller vendre de nouvelles choses dans soit notre écosystème, soit dans un écosystème plus large. Et la first party data, puisque je vois, alors je ne sais pas si on a le temps pour la vidéo, parce que j'ai regardé l'heure, mais on va la faire comme ça sans le son. Mais c'est aussi pour nous un moyen de gagner de l'argent. Et donc là, c'est l'exemple que vous voyez qui est à l'écran. Et on s'est dit, à un moment donné, cette donnée, elle est assez unique. Et donc pourquoi demain ne pas mettre à disposition de nos marques partenaires l'accès à cette data. Donc l'accès à cette data, ça veut dire quoi? Alors évidemment, ils connaissent leurs clients. Mais nous, on arrive avec une vision printemps, avec une segmentation, avec des notions de valeur client. Et surtout, on arrive aussi avec une vision de benchmarking. C'est-à-dire que pour chacune de nos marques, on va générer à la volée, grâce à de l'IA, un univers concurrentiel. Et ça nous permet de dire, je prends l'exemple de Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, aujourd'hui, fait plus 10 sur les polos. Mais dans son univers concurrentiel, on est à combien? On est à moins 5, on est à plus 20. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est aussi de se dire, tiens, toi, Tommy, quelles sont les marques qui sont achetées avec toi? Et est-ce qu'à un moment donné, pour toi, tu n'aurais pas intérêt peut-être te lancer dans quelque chose? Je vous donne un exemple. Alors c'est vrai, hein, pour le coup, marque accessoire achetée numéro 1 avec Tommy Hilfiger, c'est Burlington. Donc pourquoi vous ne feriez pas des chaussettes avec des losanges? Voilà, c'est aussi un exemple d'usage. Alors évidemment, toutes ces datas-là, et je pense qu'il y a le résumé qui est sur la slide d'après, c'est aussi des choses qui servent énormément en interne. Donc ça, c'est les reporting, hein, tout ça est live. Et donc ça nous sert aussi en interne pour mieux comprendre le merchandising qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qui est acheté avec quoi, au-delà de cette étape benchmarking. Et donc tout ça, en fait, évidemment, c'est un business model où c'est un abonnement. Donc vous pouvez vous abonner mensuellement et vous allez avoir accès à telle ou telle catégorie. Donc voilà, à partir de la first party data, un exemple de ce qu'on est capable aussi de générer comme business additionnel et qui peut, encore une fois, se montrer très lucratif dans le temps. Merci beaucoup. Dernière question rapidement. La table ronde, c'est first party et au-delà. Du coup, justement, au-delà, est-ce que vous identifiez d'autres enjeux pour vos marques? Je vais faire très rapidement. Nous, finalement, je l'évoquais tout à l'heure, le first party, c'est pas une fin en soi, c'est un enabler pour aller vers plus de consumer centricity, être plus proche de nos consommateurs.
Et finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres mécaniques, notamment, je pense à une méthode très traditionnelle en marketing, qui est le contextual targeting, qui prend d'ailleurs différentes formes en digital, qui nous permet d'aller mapper le bon moment, le bon contexte en fonction de nos marques, pour aller retrouver nos convivialistes dans l'univers digital. Donc là, on remet un peu sur la table on va dire cette méthode un peu tradie qui est cookie-less, donc c'est très bien, ça nous permet d'anticiper un peu la fin du third. Et du coup, on a des learnings sur contextual basé sur du keyword, et on se rend compte que c'est une très très bonne alternative au third party, donc ça marche quasiment pareil en volume, en valeur, donc ça c'est un bon learning. Et puis l'objectif c'est d'aller un peu plus loin, de leverager l'AI, puisque l'AI va nous permettre typiquement dans du contextual de se dire, elle va nous permettre de détecter au sein d'une vidéo un moment, un contexte clé qui font du sens pour nos marques. Donc c'est une nouvelle manière d'approcher l'interaction, la connexion avec nos consommateurs. Alors, ce qui va faire un très bon lien avec la petite slide que vous allez voir, où en gros aujourd'hui, on est tous en tant que marketeurs, on a tous le truc, c'est le right message, right moment, right person, et puis ça fait 30 ans qu'on dit ça, et puis en fait on se retrouve avec des méga clusters, où il y a 1 milliard de personnes dedans, parce qu'on ne sait pas personnaliser, parce qu'à un moment donné les systèmes ne se parlent pas, parce qu'on ne sait pas industrialiser, et puis à un moment donné, comment je détecte ce bon moment. J'adore ce mot convivialiste d'ailleurs, que je reprendrai sûrement, mais comment je génère ce bon moment. Et l'AI, en fait, va permettre beaucoup plus, et notamment l'IA générative, de pouvoir avoir des contenus qui seront plus personnels, plus que personnalisés, parce qu'à un moment donné, je suis capable de générer des choses à la volée. La même chose, en fait, sur la partie identification des bonnes personnes, puisqu'on peut, grâce à l'AI, traiter des volumétries de data qui sont assez dingues. Et de même, après, découvrir, j'ai à un moment donné, ça peut être via une analyse de site web, sur du YouTube, sur autre, c'est à ce moment-là qu'il va falloir dégainer et pas forcément à un autre moment. Donc en fait, ce qui va être travaillé et ce qu'on travaille, c'est vraiment tous ces axes-là. On a commencé par le contenu, qui est le plus simple, et puis après, comment on arrive à intégrer le contenu dans le différent parcours client. Et je crois que je vous ai mis un petit exemple aussi à la fin sur un prompt email. Ça c'est du. Alors, on travaille très peu avec du chat GPT en direct. Aujourd'hui, on travaille sur des fiches produits. Typiquement, on a monté un modèle de fondation de données dans lequel on a mis un peu notre ADN et on fait des POC pour générer à la volée des fiches produits, des contenus, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que sur de l'email, vous pouvez assez vite. Et là, je vous ai mis 10 exemples de prompting email. Et le résultat est hallucinant. Donc, en gros, ce qui est sûr, c'est que nos métiers vont vraiment changer. La techno est en train de suivre. Et donc, je pense que les années qui vont arriver, on va vraiment peut-être arriver à faire ce fameux right person, right moment, right content. Ce serait beau. Merci beaucoup à tous les deux. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Oui, me dit-on. Ou pas. Allez, moi j'en profite, je vais en poser une. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, parce que hier, je ne sais pas si tu le sais, mais malheureusement c'est un concurrent, mais enfin, on a appris que le site l'attraction la meilleure en Europe, c'était pas la Sagrada Familia ou autre monument, c'était à Dublin, la fabrique de Guinness. Alors, est-ce que... donc j'imagine que vos marques sont dans les starting blocks, mais comment vous allez riposter à ça? Et comment est-ce que vous en faites un instrument de collecte de first party? Alors, c'est une très, très bonne question. Ce sont nos brand home. En effet, on a un certain nombre de distilleries, là où nos consommateurs vont découvrir comment sont fabriquées nos marques. Et du coup, ça fait partie d'un des axes stratégiques, les distilleries, qui génèrent un certain nombre de visiteurs. Et c'est une opportunité de se connecter en physique avec eux. Et donc là, l'objectif est de travailler sur des parcours pré, pendant
et après la visite. Et en fait, il y a beaucoup d'opportunités parce que finalement, dans nos distilleries, il y a le point de contact où la personne va booker en ligne. Alors, celle qui book en ligne n'est pas forcément celle ou ceux qui vont visiter. Et puis après, il y a différentes manières pendant le parcours d'aller se connecter avec nos consommateurs. Donc, on a par exemple, on met en place des expériences immersives pour faire découvrir la brand home. On a aussi des expériences de testing. Ça vraiment peut prendre différentes formes. Et puis après, il y a comment on gère la suite. Et il y a toute la partie segmentation et il y a la partie qui prend le relais. Une fois que la brand home a collecté, qui va activer dans nos marchés. Donc tout ça fait partie d'une stratégie cette année. Voilà. Donc on compte bien rehausser le niveau à ce niveau-là. On compte sur Thibaut. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer la parole à la prochaine intervention. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup.